En fait, je voulais me faire tuer pour faire un spectacle sur la mort. Et ma famille n'a pas voulu. Et Alex, ah non, c'était incroyable. Mais ça sort pas d'ici, je compte sur vous. Et je pleurais dans mon rêve et tout ça. Et puis boum, je me réveillais une seconde fois pour de bon. Sauf que j'étais pas sûr que c'était pour de bon. Je savais pas si j'avais récupéré ma vie. Tout ça, ça m'a complètement foutu en l'air. C'était un truc de fou. C'était une expérience de dingue. C'était métaphysique. Si tu pouvais avoir la réponse à un grand mystère, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que je voudrais voir une photo d'une... C'est une grande joie de le recevoir ici ce soir et un privilège. Merci d'applaudir très fort Alexandre Astier. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci. Donc Alexandre, déjà merci encore d'être là ce soir, d'avoir fait le chemin jusqu'à Avignon. Je pense que tu fais beaucoup d'heureux et d'heureuses dans la salle ce soir, donc merci encore de nous honorer de ta présence, tout simplement. Avec plaisir. Je n'irai pas jusque-là, mais avec plaisir. Donc, je voulais commencer avec le titre de cet entretien, qui est donc l'importance de jouer dans sa chambre. Alors, c'est un titre qui peut sembler un peu surprenant, mais c'est un truc que je t'ai entendu dire en interview plusieurs fois. Le fait que la période la plus heureuse de ta vie, c'est quand tu jouais dans ta chambre enfant, et que depuis, tu as toujours essayé de garder un peu ce truc-là. Donc, ma première question, ce serait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie pour toi, cette idée de jouer dans sa chambre, et si encore aujourd'hui, tu réussis à garder cette ligne-là? Alors, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, en fait, que je ne sais pas si c'est très politiquement correct de dire ça, mais une des plus belles périodes de ma vie, au-delà du fait de jouer dans sa chambre, c'est le confinement du Covid-19. Voilà, je ne vais pas mentir, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup galéré pendant cette période et pour qui c'était atroce, mais moi j'ai vécu quelque chose d'absolument incroyable, parce que j'étais coincé dans ma maison avec toute ma famille et que j'avais un film à faire. Donc, je me levais dans un pays silencieux, c'était à la campagne, hein, c'était en Ardèche, et j'allais dans ma chambre pour faire le montage de KV1, de Kaamelott premier volet. Et c'était toute ma journée avec la maison pleine de gens que j'aime, mais pas forcément avec qui j'avais une interaction. Enfin, on se voyait, on mangeait ensemble, on organisait cette vie un peu curieuse qu'il fallait organiser pendant ce temps-là, mais j'allais travailler. Je dis pas travailler. Je le dis aux autres, mais je le pense pas. Mais j'allais dans ma chambre pour jouer. Et donc, ça, je pense que c'est ce qui m'a confirmé que ce que je préfère vraiment, c'est cette sensation d'avoir du temps pour inventer des choses, mais avec une maison pleine de gens qu'on aime et qui sont pas loin. Voilà. Tous ces métiers, parce qu'on t'associe beaucoup à la polyvalence, tous ces métiers qui sont du coup la composition, le montage, l'écriture, etc., c'est un peu comme des jouets pour toi. Est-ce que tu as des jouets préférés et est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps ? Je crois que les jouets que je préfère sont toujours ceux que je connais le moins. Je pense que ce que je préfère, c'est ouvrir une machine pour savoir comment elle marche. Mais en fait, savoir composer ou orchestrer, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'ouvrir une machine pour savoir comment elle marche. C'est un peu plus impressionnant pour certains parce qu'il y a de l'académisme dedans et que c'est vrai que autant si vous voulez faire un film, vous pouvez regarder les films des autres et imaginer où étaient placées les caméras et puis vous pouvez vous faire votre scolarité un peu tout seul. Autant la musique, si on vous dit, sans musicien, écrivez-leur quelque chose qui sonne bien, c'est plus compliqué de l'improviser. Il faut quand même un petit bagage. Mais quand même, à bien y réfléchir, je crois qu'on peut considérer que tout ça est une découverte, en fait. Et il me semble que le truc le plus agréable qu'on puisse faire, c'est apprendre quelque chose. Et apprendre quelque chose dans l'époque qu'on vit, parce que je fais quand même partie des gens, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle qui ont vécu le monde sans Internet. Voilà. Il va bientôt plus y en avoir beaucoup. Mais c'est vrai que je réfléchis des fois à cette époque où, je ne sais pas, par exemple, comment est-ce qu'on fait les carbonara ? Il fallait se dire, est-ce que dans la ville où j'habite, il y a un vendeur de livres qui
parle de comment on fait les carbonara. Puis qui va l'avoir fait, ce livre? C'est un livre un peu qui est comme ça, avec des recettes machin, ou c'est vraiment une recette italienne qui va être dans un bouquin de quelqu'un qui a fait gaffe à prendre la recette de sa tante, tout ça, etc. Et puis peut-être qu'il n'y a pas ça, ou la bibliothèque municipale, il n'y a peut-être pas tout ça. Maintenant, les carbonara, dans ma poche, là, j'ai 600 recettes de carbonara comme ça, dont des très mauvaises, dont des super, dont des incroyables, des gens qui le font dans la cuisine de leur grand-mère avec un néon au plafond, dans des grandes cuisines de chefs. Et je pense que cette période, c'est une épiphanie pour les gens comme nous. Excuse-moi, je t'associe à tout ça. Mais il y a une disponibilité de l'apprentissage qui est dingue. Moi, en ce moment, je fais de l'électronique. Je l'ai dit à personne. Je crois que même ma femme, qu'elle a, elle ne sait pas que je fais. C'est bien pas que je faisais de l'électronique, non? Ouais. Bah, j'en fais. Et je me fais aider des intelligences artificielles pour aller plus vite et tout ça. Je passerai ma vie à ça, quoi, vraiment. Cette année 2025, c'est une année qui a un sens particulier pour toi, parce que 2025, c'est les 20 ans de Kaamelott. Et en plus de ça, cette année, tu as réalisé les 2 parties du volet 2 du film Kaamelott, KV2 pour les intimes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tournage? Est-ce que ça s'est bien passé par rapport au premier? Est-ce qu'il y a des anecdotes de ce tournage qui t'ont marqué, bonnes ou mauvaises? Alors, c'est 100 jours de tournage, hein, donc c'est un tournage colossal. Il y a plusieurs pays étrangers, il y a beaucoup de studios, beaucoup de décors, il y a 78 acteurs. C'est un monstre. Enfin, je veux dire, tous les matins, c'est 100 personnes employées tous les jours qu'on retrouve, des créateurs, des gens de l'équipe. Donc, c'est une espèce de monstre qu'on va rencontrer comme ça tous les jours. Le tournage a duré 8 mois. Donc, il y a toutes les saisons en plus dans le film. Et moi, j'ai surtout, enfin, j'en sors à peine là, et c'est vrai que j'ai l'impression de passer un peu à la machine à laver, mais ça va, ça s'est bien passé. On a tout rentré, comme on dit, tout est dans les disques durs. Et en anecdote, ma foi, il y en a un paquet quand même. Hein. Si, il y en a un qui est pas mal. Ça sort pas d'ici, évidemment. Hein. Non, mais je plaisante pas. Ça sort pas d'ici. Je vous fais confiance, on n'est pas beaucoup, on se dit des trucs, voilà. On a les noms des gens. Non, en plus, façon, voilà, on a tout, là, on a le listing, donc voilà. Non, mais je devais rentrer dans une petite machine qui allait sous l'eau. J'avais inventé dans le scénario une espèce de petit proto-sous-marin comme ça, de l'ère antique. Et quand je suis arrivé dans le pays où on devait faire tout ça, on m'a dit les types ont pas vraiment réussi à construire la machine qu'on avait fabriquée et pour laquelle on leur avait envoyé les plans. Et tu risques de la noyade. Hein, donc c'est pas. Donc on essaye quand même, on n'essaye pas, tout ça. Et en fait, il a fallu que j'apprenne à plonger en apnée une fois sur place, parce que il a fallu que je le fasse sans machine. Et dans le brouhaha énorme qu'un tournage sous-entend, parce que il faut répondre à 2000 questions par jour, et c'est des horaires de dingue, et c'est des rythmes de fou, et c'est des gens qui, là, en plus, c'était un tournage tout en anglais, enfin, c'était compliqué. Au milieu de tout ça, d'un coup, la production a dit, non, il faut foutre la paix à Alexandre, parce qu'il faut qu'il médite. Parce que pour plonger, il faut méditer. Je ne sais pas s'il y en a qui plongent parmi vous. Il faut méditer. Il faut apprendre à tenir. Voilà, je suis arrivé à augmenter les minutes sans respirer. Je suis arrivé à quelque chose comme plus de 4, mais il fallait me foutre la paix. Okay. Et quand vous dites à un tournage de 90 personnes, foutez-lui la paix, il respire. C'était incroyable. Il y avait tout le monde qui s'agitait là-bas. Alex, ah non, non. Voilà. Donc c'était incroyable. Donc voilà, si vous me voyez si vous allez voir KV2 et que vous me voyez sous l'eau, vous penserez à ça. Mais ça sort pas d'ici, je compte sur vous. Et est-ce que, parce que évidemment Sting, c'était quand même une sacrée surprise de le voir dans le premier, est-ce que dans le 2, sans spoiler, sans donner de nom, hein, mais est-ce qu'il y a des personnalités comme ça inattendues qui vont arriver? Vous remarquerez la fourberie de la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des nouveaux, mais sans spoiler? Je fais quoi, moi? Je peux te dire oui. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Laisse-moi réfléchir. Ouais, il y a des surprises, ouais. déjà c'est bien. Alors, petit retour en arrière de 20 ans, du coup, on retourne en 2005. 3 janvier 2005, sortie du premier épisode de Kaamelott. Et là, il y a un truc surprenant, c'est que le titre du tout premier épisode de Kaamelott, c'est un mot en anglais, c'est heat, donc chaleur. Ce qui peut sembler surprenant, c'est moins surprenant quand on sait que c'est un de tes films cultes, si ce n'est d'ailleurs
ton film culte. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce film compte à ce point pour toi, au point de carrément nommer ton premier épisode en son honneur? Alors, c'est pas forcément mon film. C'est pas forcément celui que je mets au-dessus de tout, mais effectivement, à une époque, il a beaucoup compté. Bah déjà, c'était un film très nouveau dans sa grammaire filmée. C'était quelque chose de bon. C'est vrai qu'il y avait la confrontation Pacino-De Niro qu'on attendait depuis toujours, mais il y avait surtout cette atmosphère de Michael Mann, cette dureté, ce silence, qui moi voilà, avec ce face à face là en plus qui est devenu iconique. Oui, moi ça m'a beaucoup marqué, et ça n'a pas marqué que moi d'ailleurs, parce que beaucoup de réalisateurs alors qui sont plus dans l'action que moi fantasment Hit et parce que ça oui, ça a refabriqué la grammaire d'un certain type de film, comme Bullitt avait pu le faire en son temps pour les poursuites de bagnoles, comme d'autres choses, quoi. Et oui, effectivement, c'est quand il a fallu choisir le premier épisode, parce que la première saison n'était pas forcément chronologique, donc il y avait le choix dans la programmation. C'est celui-là qui est arrivé en premier, oui. Parce qu'il s'appelait comme ça, et parce que c'était un des plus débiles aussi, je dois dire. Pour donner le ton tout de suite, que les gens sachent, bon, bah, moi, j'aime pas ça, puis voilà, je regarde les infos ou autre chose, quoi. Voilà. Donc, vu que c'est pas celui que tu mets au-dessus de tous les autres, j'en ai d'autres. Donc, j'ai Les Dents de la Mer. Ça, je sais que c'est un de tes classiques. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu continues à parler en réplique des Dents de la Mer avec ton père? Absolument. Ça, c'est dingue. Je ne lui parle qu'en réplique des Dents de la Mer. C'est fou. Non, sauf quand on a un truc à se dire qui ne tient pas dans les répliques des Dents de la Mer. Mais T'en as une petite préférée? Bah, à partir du moment où donc il y a Hooper qui est le jeune océanographe qui se pointe avec une cage anti-requin dans le bateau de Quint qui lui est le vieux briscard et quand il regarde ce matériel là il comprend pas ce qu'il voit, ce qui est une situation qui est transposable très facilement en fait. De chaque fois que vous avez une machine, un appareil, un ordinateur, une voiture bizarre ou un truc comme ça, il y a l'autre qui peut se pointer en disant mais qu'est-ce que c'est que cet attirail, une douche portative ou une cage à singe? Voilà, ça on l'utilise tout le temps. Ouais. Absolument tout le temps. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'aujourd'hui, c'est les autres qui utilisent tes répliques pour parler entre eux? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent à 90% avec des répliques de Kaamelott aujourd'hui en France. C'est très possible. Dans la salle, notamment. Ouais, voilà. Ah, tu vois, ils ont retenu les c'est pas faux à peu près un quart d'heure. C'est une belle performance. Merci à vous. C'est vrai. C'est chouette. Franchement, j'avoue que je suis davantage touché d'un point de vue de l'émotion par les petites choses que par les grandes. Quand on m'appelle et qu'on m'a dit t'as fait 5 millions, t'as fait je sais pas quoi, j'ai une émotion qui est quand même relativement limitée parce que c'est très virtuel comme plaisir. Je veux dire, quand tu reçois les résultats de vente d'un de tes livres, oui, c'est certainement une bonne nouvelle, mais il manque quelque chose. Mais je me suis dit l'autre jour, toujours, j'étais avec ma femme dans un, comment on dit, un Airbnb. Et chez les gens, dans la bibliothèque, je trouve une BD à moi. Donc je la sors, je la signe, je la rentre, j'ai rien dit. Et ça, je trouve que ça me touche beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a sûrement un petit garçon, une petite fille, un ado qui est allé s'acheter un bouquin ou qui l'a reçu parce que c'était un anniv ou un truc. Après, il a peut-être dit qu'est-ce que c'est que cette merde, puis il l'a rangé dans le truc. Mais peu importe, je me fais l'histoire que je veux puisqu'il n'était pas là. Ouais. C'est plutôt ce genre de choses qui me touche, c'est-à-dire de me rendre compte que ce que j'ai pu timidement et bien modestement fabriquer rentre chez les gens. Chez les gens. Ou des gens qui m'écrivent en me disant moi mon fils il parle que de ça, il parle machin, il vous écoute, tout ça. J'ai l'impression des fois que si on touche une personne, c'est presque plus important que plein de gens qui trouvent ce que vous faites sympa. Ouais. Ce qui est déjà très cool dans notre métier. Mais quand même, quand vous touchez quelqu'un particulièrement et que vous savez que ça compte, parce qu'en fait, on se fait les maîtres qu'on veut. On les emprunte, les maîtres. C'est pas forcément des gens bien. C'est pas qu'ils méritent d'être maîtres. C'est que vous les empruntez temporairement pour qu'ils constituent pour vous une future grammaire ou un futur comportement. Et donc, alors, évidemment, j'essaye de pas trop mal me comporter parce que sinon, tout tombe à la flotte. Et puis de parler de l'invention du mieux que je peux. Je te remercie d'ailleurs
de m'avoir invité pour ça, parce que j'aime bien parler de l'invention, pour le peu que j'en connais. Si jamais il y a une seule ou deux personnes qui se disent « Tiens, c'est marrant, cette façon de voir, ça m'intéresse », c'est gagné. C'est plutôt ça qui m'intéresse que les grands succès ou les choses qui sont peut-être plus globales, quoi. Ok. Dans tes films préférés, on a cité Hit, il y a aussi Les Vestiges du jour que tu cites souvent, Le Fugitif. Donc on est dans des films hollywoodiens des années 90. Est-ce que depuis, il y a d'autres films qui sont entrés dans ton panthéon personnel sur ces 20 dernières années, par exemple? Déjà, je suis un mec qui regarde un film 1000 fois et pas 1000 films une fois. J'aime pas découvrir, en fait. J'ai toujours une appréhension à la découverte brute des œuvres des autres. Les œuvres des autres m'intimident beaucoup. Si elles sont très bonnes, elles m'intimident parce que je me sens pas au niveau. Si elles sont très mauvaises, elles m'intimident parce que ça me plonge dans une médiocrité qui me fait... Oh, ça me déprime aussi. Donc, en fait, je suis trop touché par les choses que je vois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et à l'inverse, mon petit patrimoine de choses auxquelles je tiens, que ce soit musical ou cinéma ou tout ça, en fait, je les regarde beaucoup. Parce que je retourne à la maison, j'ai l'impression de re-regarder les choses. Tu vois, tu parlais des Dents de la Mer, par exemple, au-delà des conneries qu'on se dit avec mon père. Les Dents de la Mer, pour moi, c'est mon école de réalisation. C'est-à-dire qu'avant de réaliser quelque chose, je revois les Dents de la Mer. Des fois, je revois une séquence et puis je me dis, tiens, il a foutu ses caméras là. Là, c'est un plan séquence où il passe de là, ici, il tourne par derrière, après c'est lui qui vient. Juste pour manger de la grammaire filmée qui me plaît et qui me remet dans un bain. Ouais. Musicalement, mon maître d'harmonie, je le rappelle régulièrement, tous les 2-3 ans, et je lui dis, on reprend tout à zéro. Il va dire, Alexandre, tout à zéro. Tout à zéro? Oui, tout à zéro. Allez, allons-y. Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? Qu'est-ce que c'est qu'un accord? Et où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce que c'est que le mode? Qu'est-ce que c'est? C'est pas parce que je le sais pas. C'est parce que le fait de le confirmer, le fait de replonger dans un bain de choses que je sais, mais que je refixe, ou que je revois avec un autre œil, parce que j'ai vieilli, parce que tout ça, eh ben, ça me remet dans une envie d'inventer. Et ça me nettoie un peu, c'est comme une espèce de régime. Donc, je revois beaucoup les mêmes films. Et dernièrement, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tous les pitchs des films de Nolan. Je trouve que les idées de Nolan sont toujours des films que j'aurais voulu faire. Tenet, par exemple, je trouve que le pitch de Tenet est complètement dingue. Après, j'ai rien pigé au film. Pareil. Je pige jamais rien à ces trucs à lui. Mais peu importe, je considère quand même que c'est un génie, je sais que ses films sont merveilleux, et je sais que ses pitchs sont complètement fous. De temps en temps, j'ai l'impression que ces personnages, son monde est tellement complexe que ces personnages expliquent le monde. Oui. Les dialogues servent à expliquer le monde. C'est un peu l'inverse de ce que tu fais, j'ai l'impression. Oui, moi, ils ont interdiction d'expliquer, les mecs. C'est interdit. C'est-à-dire, c'est quand il se lève, il faut qu'il parle de quelque chose qui est dit par quelqu'un qui se lève. Si jamais on commence à dire machin attaque, bidule est disparu, non, ça va pas. Ils sont pas là pour ça, les acteurs. Mais... tu as fait des spectacles sur des sujets qui te passionnent. Donc, il y a la musique de Bach, avec Ma joie demeure. Il y a l'astronomie, l'astrophysique, avec l'exoconférence. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui te passionne, voilà, qui t'obsède même depuis des années, et dont tu aimerais faire quelque chose? Une idée? Oui, mais j'ai promis que je le ferai pas. Ah bon? Ouais. Ah, c'est intéressant. J'ai promis que je le ferai pas. Parce que... Bon, là, je vous livre des trucs à moi, les gars, on est d'accord. Hein, en fait, je voulais me faire tuer pour faire un spectacle sur la mort. Okay. Et ma famille n'a pas voulu. Ce qu'on peut comprendre, hein, cela dit. Non, mais je voulais aller, je sais pas, en Suisse, parce qu'évidemment, dans mon fantasme imbécile, les gens qui accepteraient de tuer quelqu'un, c'est en Suisse. Non, mais c'est complètement con. Mais comme ils euthanasient, ou tu vois, j'ai l'impression que j'aurais trouvé une espèce de prof un peu taré pour me faire goûter à la mort et vite me ramener. Tu vois. Et j'avais commencé à faire des recherches là-dessus pour faire un spectacle sur la mort. Et on m'en a dissuadé. Voilà. Ok, pour éviter ce genre d'expérience. Pour éviter que le mec se loupe. Ouais. Et que je revienne pas. Ah oui, parce que pour toi, il fallait absolument en passer par là pour faire le spectacle. C'est pas si... J'ai l'impression quand même que quand on monte sur scène ou quand on fait un film, il faut avoir fait un petit pas de plus que Monsieur Tout-le-Monde.
monsieur, madame, tout le monde qui vont acheter leur ticket. Il faut avoir fait un petit chemin pour venir en rendre compte. L'exoconférence, par exemple, le spectacle sur l'astronomie, le petit voyage bien modeste que j'ai fait dans ce monde-là, avec des questions particulières et des rencontres particulières, et des gens qui m'ont éclairé sur le sujet que je voulais éclairer d'une certaine manière, a fait que quand je suis revenu sur scène en disant, en faisant mon spectacle, qui n'est absolument pas une conférence, d'ailleurs c'est un spectacle de théâtre, hein, un personnage, j'ai un parcours, j'ai un voyage dont je peux faire un rapport. C'est ça un spectacle pour moi. C'est un petit... Vous montez de 2 marches et vous redescendez et vous racontez ce qui se passe sur la marche 2. Et c'était ma façon... En fait, c'était devenu un peu une... J'étais devenu un peu... Voilà, j'étais habité par cette idée de me dire... Parce que la première fois que vous vous dites, et si j'essayais de mourir et de revenir, la première fois, vous vous dites, mais non, je connerie, on ne va pas faire ça. Puis le lendemain, vous vous dites, mais pourquoi pas? Et puis après, voilà, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Alors j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent parce que tu étais venu nous raconter sur la scène de la veillée que tu avais voulu prendre donc de l'opium, du laudanum, et c'était par rapport à un spectacle sur la bête du Gévaudan. Non, sur une série que je voulais faire, sur que j'ai une pas série. faite encore. Donc il y a quand même cette idée vraiment d'immersion physique dans ton sujet, quoi. Oui, parce que je pense que quand je commençais à être comédien, quand j'étais très jeune, j'ai eu une figuration dans un téléfilm et je devais servir des pizzas. Et ma mère m'a dit, parce que c'est ma mère qui m'a appris le métier, ma mère m'a dit, t'as jamais servi des pizzas? Je dis non. Et elle me dit, pourquoi est-ce que tu penses que tu es en mesure de représenter quelqu'un qui sert des pizzas? Où est-ce que tu vas chercher ça? Tu crois que les mecs, ils en chient pas quand ils servent des pizzas? Tu crois qu'ils se pointent comme ça et qu'ils servent des pizzas? Qu'est-ce que c'est de bosser dans une pizzeria? Qu'est-ce que c'est d'accueillir des gens? Qu'est-ce que c'est de les asseoir? Qu'est-ce que c'est de s'occuper de ce qu'il y a sur la table, de débarrasser ce qu'il y a sur la table, tout en ayant un œil sur la table d'ici, sur la porte d'entrée, sur combien sont-ils, combien me reste-t-il de place? Donc, je suis allé dans une pizzeria, je me suis fait engager comme serveur pendant 3-4 jours, au moins, pour... Voilà. Et en fait, quand on arrive sur le plateau, on n'a pas cette sensation de devoir tricher sa place. On le trichera toujours un peu. C'est pas 4 jours de service qui ont fait de moi un serveur. Mais le regard, les attentions, les choses, et puis juste le respect du fait qu'on est là pour... on est là pour mentir. Les acteurs sont là pour mentir. Mais encore faut-il se donner les moyens de mentir avec conviction. Et je sais pas si j'aurais apprécié l'inconfort de me pointer comme ça, juste comme je suis, en disant, je vais mettre une assiette comme ça, et puis je vais faire le con. Évidemment, personne ne vous demande ça. Et même d'ailleurs, quand j'ai dit, j'ai fait 4 jours de service dans une pizzeria pour venir là, les autres figurants se sont bien évidemment foutus de ma gueule. Sérieusement, ils se sont foutus de ma gueule, même, je pourrais dire méchamment. Parce qu'en plus de ça, ça leur renvoyait à eux que ça faisait peut-être pour certains 25 ans qu'ils faisaient des flics et qu'ils n'avaient jamais foutu les pieds dans un commissariat. Mais c'est à l'américaine, quoi. C'est l'acteur studio. Oui, alors l'acteur studio, c'est compliqué parce que l'acteur studio en France, c'est très méprisé. Mais si vous prenez Jean Gabin dans La Traversée de Paris, par exemple, qui trimballait vous avez vu ce film, quand il trimballe des valoches de cochons de contrebande avec Bourvil, ils ont 2 valises chacun, très lourdes, avec du cochon de contrebande. Et en fait, il paraît que sur ce plateau, à un moment, il y a eu un problème technique dans les lumières qui a fait que on attendait beaucoup et on refaisait beaucoup la même prise sans arrêt. Et qu'il y a un accessoiriste qui a enlevé les poids qu'il y avait dans les valises de Gabin. Et Gabin soulève ses valises, qui tout d'un coup sont devenues très légères, et il dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis l'accessoiriste qui vient en disant « Monsieur Gabin, comme on refaisait la prise beaucoup, je vous ai allégé le truc. » Il dit « Oh là là, remets-moi ça, va. Je vais quand même pas me faire chier à le jouer. » Ah, ça c'est très important. C'est très important. Parce que si jamais les valises sont lourdes, c'est déjà ça que j'ai pas à mentir. Là, je mens pas. Il faut déjà que je mente sur tellement de choses, tellement de reste, que ça, c'est plus pratique. Alors effectivement, il y a le fantasme. De Niro dans Casino, qui va ouvrir sa voiture, puisqu'elle explose, il a demandé ses clés de voiture 3 jours avant, juste pour les manipuler dans la main. Parce que pour lui, quand il sort ses clés, si c'est pas ses clés, ça se voit.
Ça se voit qu'il sait pas comment tenir le porte-clés, ou il n'a pas l'habitude de mettre le doigt dans le petit rond, ou peu importe ce qu'il se raconte. Et à la limite, peu importe, quand nous on voit le film, je suis pas certain qu'on repère que c'est ses clés, pas ses clés. Par contre, lui, il est bien avec ses clés. Quand il va vers sa voiture et qu'il met la clé dans la serrure, il l'a déjà fait 6 fois, 20 fois, 35 fois. Et puis, il se pose plus la question et il peut s'occuper du reste. C'est que ça, l'acteur studio, c'est pas plus. Ou Al Pacino dans Hit, qui secoue sa montre trop grande quand il sort de sa voiture. J'adore. Parce qu'en fait, il décide d'avoir une montre trop grande. C'est que lui qui décide ça. Il y a un problème dans Hit. On peut le dire pour ceux qui aiment ce film. C'est que Pacino, il s'est un peu fait avoir sur ce truc-là. Parce qu'en fait, ils avaient décidé qu'il jouerait un cocaïnomane. Et ça ne se voit plus qu'il est cocaïnomane dans le film parce que les scènes de cocaïne sont coupées. Donc on se retrouve avec un Pacino qui interprète une certaine chose, mais il n'y a plus le fond. On ne sait plus qu'il est cocaïnomane. Or, si vous regardez beaucoup de scènes de ce film-là, notamment quand il va dans la casse et qu'il agresse le mec en chantant presque son texte, il est surexcité. Et je trouve que c'est pas la même chose quand même, si on le sait pas. Bref, pourquoi je disais ça ? Je ne sais plus. Parce que l'acteur studio, voilà. Parce que l'acteur studio. Alors, du coup, je pense que il faut pas en faire un... C'est pas une règle, ça n'est pas une contrainte et ça n'est pas austère, c'est créatif, l'acteur studio. De se plonger dans les choses, c'est créatif. Parce que si Dustin Hoffman fait du marathon avant de tourner dans Marathon Man, quand il va courir tous les matins avant le film, eh ben, il va découvrir quelque chose sur lui-même, sur ses genoux, sur ses chaussures, sur l'odeur de la poussière quand on fait le tour de Central Park ou de je sais pas où il est, sur la sueur, sur comment on respire, sur qu'est-ce qu'on regarde. Et tout ça, eh ben, ça fait que quand il vient nous présenter Marathon Man, eh ben, il est plus riche que quelqu'un qui ne l'aurait pas fait. Et que lui disait Laurence Olivier quand il le voyait courir avant de faire Marathon Man ? Il lui disait vous avez essayé simplement de le jouer ? Bon, c'est 2 écoles, hein, Laurence Olivier et lui. D'ailleurs, les 2 sont bons. Donc, on s'en fout au finish par où il passe. C'est sûr, Voilà. Tu es passionné d'astronomie. Moi, c'est pas pour rien que tu as fait un spectacle qui s'appelle l'Exoconférence depuis toujours, d'astronomie, d'astrophysique. On a eu la chance de collaborer sur un documentaire qui s'appelle Chasseurs de monde, voilà, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs. Et ma question, c'est si tu pouvais avoir la réponse à un grand mystère de l'univers en astrophysique, en appuyant sur un bouton, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que je voudrais voir une photo d'une vie complexe. Un individu d'une vie complexe. Je pense que notre fantasme de l'évolution bipède et technologique des potentielles espèces de l'univers est complètement idiote et anthropocentrée. En revanche, je pense que la vie, vu le nombre de décors possibles, a dû naître quelque part des milliards de fois et en revanche, ça ne nous ressemble forcément pas. Donc, à quoi ça ressemble ? Je voudrais la photo d'une espèce. Voilà. Ok. Tu travailles rarement en dehors de projets dont tu n'es pas à l'origine, mais pourtant, tu as doublé un personnage dans Adventure Time, le dessin animé Adventure Time, et aussi dans le jeu vidéo Mass Effect Andromeda. Donc ma question, c'est pourquoi avoir choisi précisément ces projets-là, parce que tu fais pas des trucs quand on te force, tu fais pas de commandes. Donc pourquoi avoir choisi ça et qu'est-ce que tu retiens de ces expériences ? Généralement, je dis oui aux gens qui m'ont vu ou qui ont envie que je fasse quelque chose qu'ils ne m'ont pas encore vu faire. Je suis généralement assez touché par le fait que... Parce que vous imaginez bien qu'après Kaamelott, j'ai reçu des rôles de bougon. Ouais. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, ouais, mais les bougons, je m'en occupe, quoi. Enfin, si j'ai envie de jouer un bougon, je ne vais pas aller chez vous, ça sert à rien, quoi. Donc, en revanche, on m'a proposé, mais même quand Lisa Assolos m'a proposé de jouer dans LOL, c'est le père d'une ado. Les gens ne pensent pas tout à fait à moi dans ce sens-là. Donc oui, j'ai dit oui à ça. Le jeu vidéo, c'est un truc que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. C'était une belle licence, Mass Effect, donc j'ai dit oui. J'ai dit oui à un dessin animé, parce que je suis sensible à ça. Un truc américain de qualité, un dessin animé vraiment
moderne. D'Heroic Fantasy, en plus. D'Heroic Fantasy. Et puis, j'aimais bien le mec j'étais la voix française, je crois que c'est Neil Patrick Harris qui faisait le personnage que je faisais, voilà. J'ai aussi doublé What We Do in the Shadows, qui en français s'appelle Vampire en toute intimité, parce que j'aimais le film, parce que je trouvais ça fou, alors que j'aime pas les VF, donc c'est contradictoire. Sauf celle des Dents de la Mer. Sauf celle des Dents de la Mer. Voilà. C'est vrai. J'adore l'adaptation et la VF, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu joues en ce moment à des jeux vidéo d'ailleurs? Je joue, non, j'ai pas beaucoup le temps, mais j'ai toujours Brawl Stars. J'ai toujours mon perso dans Brawl Stars, oui. Ok. J'avance un peu, mais des fois j'allume Brawl Stars, ça fait un paquet de temps qu'ils m'ont pas vu. Je sais plus où j'en suis, quoi. Mais si, j'ai toujours un Brawl Stars qui traîne. Et en parlant de jeu, tu as dit chez Kian Kojandi que le jeu de rôle était le plus beau jeu du monde. Oui. Combien de fois par jour on te demande si tu vas faire le jeu de rôle de Kaamelott? C'est vrai que ça a marqué les esprits, cette affaire-là. Je le ferai certainement un jour, mais c'est pas évident, en fait. Déjà parce qu'il y a des tas de choses. Il y a des tas de jeux... non. Mais il y a beaucoup de jeux de rôle qui existent sur le sujet de l'échec ou d'une équipe qui marche pas. Il y a le Donjon de Naheulbeuk qui marche un peu comme ça, il y en a d'autres. Et il faudrait quand même trouver une manière de jouer Kaamelott, sachant que Kaamelott est connu, entre guillemets, parce que les personnages parlent d'une certaine manière. Or, c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans un jeu de rôle. Si les gens improvisent des dialogues, ça va pas être tout à fait ça. Donc, ça veut dire que le jeu de rôle ferait jouer des gens qui ne sont pas dans la série. Donc, c'est peut-être des gens qui côtoient ces personnages-là ou qui les connaissent ou alors est-ce que c'est un jeu où il faudrait incarner ces gens-là? C'est une chose à laquelle je crois pas beaucoup. Donc, je ne sais pas. Je sais pas par où commencer, en fait, pour que ce soit vraiment bien et que ce soit vraiment, voilà. Donc, tant que j'ai pas trouvé la ligne de mire. J'imagine que tu dois crouler sous les propositions de gens qui disent faisons-le ensemble. Oui. Ouais. Pour l'instant, ça t'a pas convaincu? Bah non, parce que si c'est pour faire du standard et le sortir en premier avant les autres, non, ça m'intéresse pas. Et autant il faut que ce soit le bon. Ok. Alors, je voulais qu'on parle de l'art de raconter des histoires. En 2012, tu as parrainé la masterclass de Christopher Vogler à Lyon. Donc, Christopher Vogler, c'est un théoricien du storytelling. Et je voulais te demander comment ta manière d'écrire a changé quand tu as découvert ces techniques-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, toujours à l'époque où Internet débutait, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai, ou même Amazon débutait. J'avais réussi à trouver des bouquins qui n'étaient pas édités en France, des bouquins de Christopher Vogler, de David Chase Walker aussi par exemple, qui sont des littératures que là-bas, voilà, en gros, pour parler du premier, très très vite. C'est un type qui était engagé chez Disney dans les années 70. Et en fait, ils avaient tellement de scripts à lire qu'il a, selon les concepts de Joseph Campbell et du héros aux 1000 visages, il a fait un petit fascicule, un petit papier comme ça, pour aider les lecteurs de chez Disney à lire les scénarios qu'ils recevaient et à essayer de les trier plus vite, c'est-à-dire d'écarter ceux qui ne leur correspondaient pas plus vite et d'avoir une espèce de technique de lecture, un petit fast reading pour, voilà. Et en fait, ce truc-là, il s'est rendu compte quelques années après que tout Hollywood se l'était partagé et il en a sorti un bouquin. Et quand j'ai vu ça, c'était aussi mon petit parcours, c'est-à-dire que c'était un peu The Hero's Journey à moi, c'est-à-dire que j'ai d'abord connu ces bouquins. Ces bouquins, quand je les ai ouverts pour la première fois, j'ai eu une période très bizarre, une première semaine après les avoir lus, où je faisais des cauchemars toutes les nuits, où je n'arrivais plus à dormir, où je faisais des cauchemars... Je faisais des cauchemars triples, je me souviens. C'était extrêmement curieux. C'est-à-dire que je rêvais de n'importe quoi, que je volais, par exemple, pour ceux qui connaissent, on rêve qu'on vole, et puis d'un coup, on se rend compte qu'on va se réveiller comme ça, dans le rêve, parce que c'est des rêves conscients, et puis d'un coup, paf, on se réveille. Ben, moi, je faisais ces rêves-là, puis je me réveillais dans un autre rêve, où j'étais en prison. Et où je me disais, alors j'avais les cabinets, là, la petite télé, le petit truc, les barreaux, et je me disais, merde, mais c'est ma vie, ça. C'est Inception, là, ce que tu nous racontes. Oui, et je pleurais dans mon rêve et tout ça, et puis boum, je me réveillais une seconde fois, pour de bon, sauf que j'étais pas sûr que c'était pour de bon, je savais pas si j'avais récupéré ma vie, tout ça. Ça m'a complètement foutu en l'air. Où je rêvais de la mort de mes enfants, ou que l'école explosait, ou que des trucs comme ça. Donc ça m'a bouleversé. La première chose qui m'a bouleversé, c'est quand ces bouquins vous expliquent que tous les films et toutes les histoires du monde peuvent se ranger dans 4 ou 5 cartons.
en gros. C'est toutes les mêmes. Les vieilles, les moins vieilles, les modernes, les trucs qui paraissent nouveaux et les trucs qui paraissent anciens, ils répondent à quelques canons qui sont faits très peu, et puis c'est des variations sur ces thèmes-là. Et puis, sur l'écriture thématique aussi, c'est un peu technique pour ici peut-être, mais qui m'a beaucoup perturbé et beaucoup mangé la tête. Et puis, dans un second temps, parce que ce sont des techniques qu'il faut digérer, on peut pas juste... Dans un premier temps, on a l'impression qu'on peut plus rien écrire, en fait, parce que ça remplace votre instinct. Il faut attendre une deuxième phase où votre instinct arrive à cohabiter avec ces techniques et où ils arrivent à échanger leur grammaire, c'est-à-dire celui qui ne sait pas pourquoi il fait les choses, l'instinct, et celui qui sait pourquoi l'instinct fait les choses et qui les range. Et en fait, il faut qu'ils se parlent sans arrêt pour pouvoir écrire, sinon on n'y arrive pas, et ça demande un peu de temps, et ça demande que le corps emmagasine ces techniques-là qui sont un peu particulières. Donc ça m'a bouleversé, ça c'est certain. Et quelques années plus tard, comme Vogler ne venait pas en France, je ne sais pas pourquoi, moi j'étais allé le voir à Londres, et voilà, j'ai essayé de le faire revenir, et il est venu à Lyon, effectivement. Alors avec toi, il y a autre chose qui entre en ligne de compte dans l'histoire, dans la narration, c'est la musique. Parce que la musique, c'est ton art premier. Et d'ailleurs, la musique a un rôle assez important dans KV1, dans le premier film Kaamelott. Donc, pour toi, comment tu intègres la musique à tes histoires? Et est-ce que tu as caché, comme bac, des easter eggs, des petits trucs secrets à l'intérieur de la musique, du sens caché dans la musique? Alors, le jour où je saurais fabriquer une fugue avec mon nom à l'envers et qui soit miroir et qu'on puisse se lire dans deux sens, on refera une réunion. J'en suis pas là. Moi, je croyais qu'il y avait ça. Je suis un peu déçu, là. Non, je sais bien, mais en fait, non. Si, il y a des thèmes cachés, parce que mes personnages ont des thèmes, ne serait-ce qu'Arthur, et donc il y a de temps en temps un instrument qui reprend un thème au fond, comme ça, parce qu'il y a une idée qui est dite, voilà, un peu en illustration. Mais je crois que la musique, il m'arrive de dire à la script de mon film, à Clémentine, qui était là déjà d'ailleurs très tôt, de me passer son iPad, parce qu'elle bosse sur un iPad pour mettre les scènes, voilà. Et je lui dis de me passer son iPad et de me mettre une page blanche, parce que je tire 5 lignes et je fais, parce que par exemple j'ai aucune mémoire, donc si jamais un truc me vient, si je le note pas, une demi-heure après j'ai plus rien. Donc je note des trucs, parce que de temps en temps, en étant dans le bain, dans le décor, avec tel personnage, avec telle situation, je me dis, tiens, ça pourrait faire comme ça. Et c'est mon chef opérateur qui me dit, quand tu cadres, tu chantonnes. Qu'est-ce que tu racontes, ça va pas? Il dit, si, quand t'es à la caméra, et on t'entend faire parce que ça m'aide tu vois, ça donne un rythme au panneau, au travelling, au machin. Et donc, voilà, je me retrouve avec des espèces de petits bouts de trucs. C'est assez souvent que je lis le bout de truc et que je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Et je trouve pas. Donc, mais des fois je vois, mais des fois je vois plus, malheureusement, parce que j'écris trop vite déjà. Et voilà, donc j'ai besoin d'être un peu dans le bain. Je sais pas si j'aimerais composer la musique en avance ou tout ça. J'ai besoin d'être avec les gens. Même pour écrire, hein, je refais les dialogues. Quand on commence le tournage, je refais les dialogues tout le temps, hein, pour la veille pour le lendemain. Parce que le fait d'être dans les choses, je pense que le dialogue est quand même plus juste que si jamais on gardait celui que j'ai fait 6 mois avant sans le toucher. Ce serait pas pareil. Oui, et puis il y a une importance fondamentale de la musique, pour toi dans les dialogues, je veux dire la musique des mots, la musique des phrases. D'ailleurs, il y a des formules, il y a des mots-clés qui reviennent souvent, dont tu aimes la sonorité. Tu as le verbe décarrer, par exemple. Je pense qu'il n'y a que toi que j'ai entendu utiliser ce verbe, Génial, mais tu aimes la sonorité. Ah, je pourrais pas me passer de décarrer. Décarrer, non, voilà. Je veux pas me passer de décarrer. Donc tu aimes la manière dont ça sonne, et en fait c'est un peu comme des notes ou des instruments, ces mots-là, que tu réutilises souvent. On sent que tu aimes, parce que décarrer, c'est pas remplaçable par autre chose. Décarrer, c'est pas dégager. C'est pas la même chose. Alors, c'est marrant parce que ils se foutent de moi maintenant, les comédiens sur le plateau, parce que je veux pas qu'ils remplacent un mot par un autre. C'est pas tout à fait vrai, parce que si le mot qu'ils choisissent, il est bien et que, voilà, je dis rien. Mais par contre, si c'est moins bien, si c'est juste une flemme ou un oubli, ils savent que je vais dire, excuse-moi, c'est pas de, c'est en. Et ils se foutent de moi, ils se marrent et tout, parce qu'ils me connaissent maintenant, enfin, en tout cas pour certains. Les nouveaux, ils savent pas trop, ils se demandent ce que je fous, mais les autres se foutent de moi. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose, de et en. Ouais. En tout cas, moi, à l'écriture,
je me fais chier à choisir ce mot-là plutôt qu'un autre, et pas celui-là, parce que si ça fait pas le même nombre de pieds, ou alors, merci de me demander, ou merci de me demander, et il y a une syllabe de plus dans l'un ou dans l'autre. Bien Si sûr. jamais c'est me demander, et ça va pas faire le même compte à la fin, et les accents sont pas sur le même truc, donc c'est de la musique, oui, mais il faut le faire comme ça sonne, sinon ça sert à rien. Surtout que toi, tu fais le montage à l'oreille, vraiment. Oui. C'est à la demi-seconde. Ah, là, ça sonne moins bien, là, c'est... Oui, c'est pour ça que je peux pas confier le montage, parce que pour monter, c'est très simple, je cherche à faire une réplique. Et en fait, la réplique, je vais la faire au son. Je regarde pas l'image. Donc, je vais prendre la réplique, je vais prendre 2 mots de cette prise-là. Le mot là, je vais le tricher, je vais le prendre dans la prise 2. Et la fin de la réplique, je vais relapprendre dans la prise 3, mais pas la fin, parce que juste le truc de la fin, je le prends dans la 4. Et ça, après, il faut que je vérifie que ça puisse se truquer, pour pas qu'on sente que je triche ça. Et puis après, il faut que l'image corresponde. Mais j'avoue que ça, ça, je m'en fous un peu plus. Les faux raccords images, moi, c'est pas grave, on peut supporter. Mais en revanche, c'est ce que j'avais fait sur les Astérix. Je suis pas monteur sur les Astérix. En revanche, j'ai pris le son, j'ai monté le son et j'ai envoyé le son pour que le montage se fasse dessus. Ok. Pour moi, quand le son est juste, la scène est juste. D'accord. C'est fait. Si ça sonne, c'est bon. Si ça sonne pas, c'est irrattrapable. Ouais. Alors, il y a quelques années de ça, tu avais fait la préface d'un livre qui s'appelle Nos années Strange, sur l'âge d'or des comics Marvel en France. Ça, je suis allé chercher loin. Et ma question, c'était une question par rapport aux super-héros, parce que, évidemment, c'est une culture qui te touche, enfin, la culture geek en général te touche. Et je t'ai entendu dire dans une vidéo que tu n'arrivais pas à accrocher à tous les films du MCU, tous les films de super-héros récents, parce qu'il y a un côté, les super-héros font des réunions, et tu sors un peu du truc. Donc ma question, c'est, si tu avais carte blanche pour t'emparer d'un super-héros et lui faire vivre ce que tu veux, ce serait quel super-héros, et qu'est-ce que tu ferais que tu ne vois pas? Alors, je pense que ce qui me touchait quand j'étais petit dans les super-héros, c'était qu'ils étaient seuls, parce que leur situation particulière, leur singularité, les menait à devoir fuir. C'était très vrai pour Hulk. Hulk, il était, enfin dans la série que je regardais quand j'étais petit, en tout cas, Bruce Banner, il allait de ville en ville, en stop, parce qu'à chaque fois qu'il était dans une ville et qu'on lui marchait sur le pied, il bousillait tout. Donc il fallait qu'il parte. Et il y avait du piano, et il pleuvait, et c'était triste. Et le gars, il arrivait dans un prochain truc, et il voulait juste un truc, c'était la paix. Sauf qu'il tombait sur des salopards, et qui se transformait, qui déchirait sa chemise. Avec toujours une nouvelle chemise, d'ailleurs. Toujours une nouvelle chemise. C'était quand même bien. Et je pense qu'il les choisissait d'ailleurs parce qu'elle se déchirait au bon endroit, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait une solitude du mec. Iron Man, il était alcoolique. Ouais. Vraiment. Et là, maintenant, les mecs sont pas les... Pour moi, un super-héros, il est seul. Au monde, c'est lui plus nous. Mais c'est pas... Il y en a pas 50. C'est pas des mecs qui ont des salles de réunion. C'est pas des mecs qui sont là, l'autre... Maintenant, Hulk, il a des lunettes, il est là, il s'est démerdé pour ne plus être changé en autre chose. Donc, voilà, j'ai préparé un truc dans le labo. Merci les gars. Quand est-ce qu'on va faire sauter la planète? Oui. Quand est-ce qu'on va sauver machin? Mais je comprends plus. Ils sont plus... Je comprends plus leur détresse à ces gens-là. Je comprends plus en quoi est-ce que le fait d'être ce qu'ils sont les a isolés du reste. Maintenant, c'est des espèces de voilà. Ça m'intéresse un peu moins. C'est vrai. Je trouve que ça, c'est autre chose, quoi. Mais c'est moins mon truc. Et je vais répondre à côté parce que je crois que tous les super-héros, ils ont été faits maintenant. Quasiment, mais il y a un sacré stock chez Marvel quand même. Je pense qu'ils ont encore pas mal de marge. Moi, il y a un truc que je voudrais bien, c'est Goldorak. Ok. Et je dis ça parce que les droits du film se libèrent maintenant. Oh. Le scoop est absolument colossal. Non, mais j'ai la flemme. Hein. J'ai la flemme, mais Goldorak, quand j'étais petit, c'était fou. Il y a eu une BD récemment. Est-ce que tu sais, je vais te dire un truc, je vais avouer un truc à Patrick Beau que je connais depuis longtemps, mais il le sait pas, ça. Mon affection pour lui, qui est très sincère et depuis toujours, il la doit un tout petit peu. Alors, il la doit beaucoup à qui il est et à la façon qu'il a de m'interviewer. Et je le remercie pour ça parce que c'est toujours génial. Mais il le doit aussi un tout petit peu à sa ressemblance avec Patrick Sabatier. Pas beaucoup.
Moi, je l'aime bien, donc ça me va. Pas beaucoup, mais Patrick Sabatier jeune, quand il présentait les visiteurs du mercredi et qu'il y avait Goldorak, moi, Patrick Sabatier, c'était mon père, mon frère, mon oncle. C'était le mercredi, je pense, et je tombais là-dessus. Et pour moi, Goldorak, c'était un truc de fou. C'était une expérience de dingue. C'était métaphysique. Sa façon de rentrer dans un vaisseau, son truc, son couloir, là, je comprends pas, il passait à travers une trappe à chat. Une cascade. Oui, c'était fou, complètement fou. Et en plus, j'avais un petit appareil où on pouvait même mettre les yeux dedans et tourner une roulette qui avait cette séquence-là de Goldorak, bref. Et donc, c'est Patrick Sabatier qui présentait, et tous les mecs qui ressemblent de près ou de loin à Patrick Sabatier, j'ai toujours une affection première, comme ça, instinctive, pour eux. Écoute, ça me touche beaucoup, d'autant que je m'appelle Patrick, donc c'est parfait. Parfaitement. Dans et ma femme ici présente, elle est avec moi parce que je ressemble à Tony Danza. Donc, si vous voulez, elle n'est pas non plus. On est d'accord qu'on est très très loin. T'as un petit côté de Tony Stark aussi, faut bien l'avouer. Tu pourrais faire. Oui, mais Tony Stark, elles sont fous. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, elle m'a appelé Tony Stark moins le quart. C'est vous dire si c'était gentil. Mais Tony Danza, je sais pas, il y a un petit côté rital, machin, parce que je suis de famille italienne. Donc voilà, c'est comme ça. La vie est comme ça. Tu vois, Alors, je vois un petit paradoxe avec ton rapport aux super-héros. Peut-être que tu me vois venir, mais avec Kaamelott, je sais que ce qui te plaisait, c'était justement ce contraste entre l'univers fantastique et la banalité du quotidien, des conversations autour de la table. Et en fait, finalement, tu pourrais faire pareil avec les super-héros. On peut imaginer que les super-héros, dans ce contexte fantastique, ont des conversations banales du quotidien. Oui, mais attention, il y a une culture du film d'époque qui fait que les gens parlent en phrases de bouquins. C'est-à-dire que quand tu as dans Le Roi Arthur, par exemple, d'Antoine Fuqua, le chevalier Bohort, qui vient de mettre un village à feu et à sang, je ne sais quoi, et qui voit un jeune prêtre qui est terrorisé sous une charrette comme ça, etc., et qui fait comme ça, il lui dit, je crois me souvenir à peu près, « Garde tes prières, l'abbé, ton Dieu n'habite pas ici. » Ça va. Ça passe. Ouais. Moi, quand un mec dit « Ah putain, j'en ai marre aujourd'hui, j'ai pas envie. » Eh ben, c'est moi qui suis pas normal. C'est moi qui suis anachronique. Ah, c'est marrant, ils parlent comme maintenant. Mais attendez, ils parlaient comment, les mecs ? Qu'est-ce qui se disait ? Ok, c'était peut-être pas en français, mais qu'est-ce qui se disait quand ils avaient pas envie ? Qu'est-ce qui se disait quand un mec disait « il faut trouver le Graal » ? Ils se levaient comme ça et puis ils disaient « nous partons, Seigneur ». Non, c'est pas possible d'expliquer le Graal en 30 secondes, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, et ça n'est pas vrai qu'il y avait pas de quotidien. Toi et moi, on est allés dans ce qu'on appelle les arêtes de poissons à Lyon. Ce sont des vestiges romains qui ont plus de 2000 ans, et qui sont sous Lyon, dont d'ailleurs la véritable nature reste un petit peu mystérieuse, mais on a des tags de cette époque. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui était certainement un ouvrier, qui devait mettre un enduit sur... C'est très impressionnant parce qu'on visite ça, bien entendu, comme des catacombistes. C'est dans l'étrange escale à Lyon sur YouTube. Voilà, absolument. Et donc on avait notre petite lampe Petzl là sur le front, et on touchait un mur qui avait été fait par des Romains. C'était pas un musée, c'est de l'exploration. Et il y avait la trace d'une main romaine comme ça, et un tag comme ça dessous. Mais comme on peut en voir à Pompéi, les types sur un mur à Pompéi, ils mettent pas ne garde tes prières, l'abbé. Non, ils disent pas ça. Ils disent ta sœur est bonne, ou j'emmerde les flics, mais vraiment en premier degré. Et bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre ? Ils ont un quotidien, ils ont un jour, ils ont une nuit, ils ont des matins, ils ont des amours, ils ont faim, ils ont pas envie de bosser, ils ont perdu quelqu'un de cher, et donc ils parlent. Donc je pense que Kaamelott est réaliste. J'ai toujours pensé que c'était réaliste. Plus que ce que je viens de vous dire du Roi Arthur, qui me semble complètement fantasmé. Personne, ça je le parie là, personne n'a jamais parlé en phrase de bouquin dans l'histoire. Personne. Donc, les gens sont sûrs que, bien vu, le concept Kaamelott, des mecs à l'ancien temps qui parlent comme maintenant. Non, les gars, je leur ai juste donné un langage quotidien, le seul que je connaisse, c'est-à-dire le mien. Peut-être un petit peu coloré parce que j'aime bien les mots, mais c'est tout. Il n'y a absolument aucune volonté d'anachronisme là-dedans.
Oui, tu as dit que malgré tout ce que tu as pu créer, les films, les séries, etc., au bout du compte, quand il faudra faire le bilan, ce que tu as fait, c'est des enfants. Tu en as 7. Et tes enfants sont artistes, pour la plupart, pour ce que j'en connais en tout cas. Et donc récemment, Jeanne a réalisé un film donc, qui s'intitule L'Orpailleur. Et Ariane a fait sa première BD qui s'appelle Moody Rouge, qui est d'ailleurs magnifique. C'est chez Casterman. Vraiment, le dessin est incroyable. Et donc, voilà, ce que je te disais en coulisses, moi, mon fils a 4 ans et demi, quand il fait un rond sur une feuille, j'ai les larmes aux yeux. Donc, je voulais te demander ce que tu ressens, toi, quand tu vois les créations de tes enfants. En fait, on parle beaucoup de ça. Tous. Parce que Ethan est musicien, parce que Neil a déjà fait un court-métrage, puis qu'il est photographe et il a déjà été repris. Il y a eu des moments comme ça, tu vois, quand Leica International le retweet sur une photo ou un truc comme ça. Il y a eu des choses comme ça où d'un coup, où ils passent de tout petit, où tu leur fais leurs pattes, et puis d'un coup, il y a un truc où ils sont vus dehors. Et c'est vrai que c'est très émouvant, mais moi, mon rôle dans cette équipe, je pense pas que je sois un bon père, hein, loin de là. Mais il y a des trucs quand même que je les encourage là-dedans. Je leur donne tout ce qu'il faut pour évidemment les caméras, les machins, les instruments de musique, les trucs, les synthés, les bordels, tout ce qu'il faut. J'avais pas le matos pour ma fille Ariane, mais on a été plusieurs fois trouver les papiers, les crayons, les machins, les encres et toute compagnie. Donc je suis là pour dire ça a une valeur déjà. Ce que vous avez là et que vous croyez fragile, parce que ça l'est. Quand ça n'est juste que comme ça, c'est très fragile. Hein, à peine on fait un mouvement, ça éclate. Donc, faut y faire attention. Il faut le prendre au sérieux. Il faut continuer de s'amuser, parce que le prendre au sérieux, ça veut pas dire cesser de s'amuser, sinon tout est loupé. Mais en tout cas, il faut lui donner une place. Et moi, la place de l'inventivité chez mes gamins, ça a toujours été la première. Plus que l'école, plus que les résultats, plus que machin. Il fallait que ça. Et souvent, mes gamins sont venus me dire, on se sent un peu paumé. Parce qu'on fait des trucs, ok, on avance, on doit placer l'académisme là-dedans, et je suis pas toujours pour, y compris celui que j'ai subi moi, musical, j'ai pas envie qu'il passe par le même, pas tout à fait. Je préfère répondre aux questions quand je peux et qui continue de s'amuser, parce que l'amusement, encore une fois, c'est un mot, ça a l'air comme ça d'être léger, mais l'amusement, c'est la clé de tout. Et je préfère qu'ils prennent ça au sérieux, et qu'on continue de prendre ça au sérieux, et quand il y a des moments de doute, j'essaye de lever le doute en leur disant t'as choisi une voie du doute, t'as choisi la voie du doute, donc tu peux pas te plaindre de douter. Quand ça marche, c'est une chose, quand rien n'est édité, mais pour autant, je crois que c'est pas le plus important. Je crois que ce qui est important, peut-être j'ai réussi un truc, c'est de leur expliquer que inventer, ça pouvait être une vie. Voilà. Et ils ont l'air de le piger, à peu près. Ok. Bah, c'était ma question d'après, par rapport à l'éducation, parce que c'est un sujet qui compte pour toi, tu en as souvent parlé. Donc je voulais te demander, quel est ton rapport aujourd'hui, toi, à l'éducation telle qu'elle est pratiquée, et qu'est-ce que tu as essayé de faire, toi, avec tes propres enfants? Quelle voie tu as essayé de prendre par rapport à ce qui se fait à l'école, par exemple? Bah, c'est très compliqué, parce que j'ai sorti mes enfants de l'école plusieurs fois, parce que je trouvais que la façon de faire était archaïque. J'avais des enfants comme beaucoup d'enfants qui s'ennuyaient à mourir dans toutes les matières et qui comprenaient plus pourquoi ils se levaient si tôt déjà, pourquoi est-ce qu'ils allaient dans des endroits où ils se rassemblaient par centaines comme ça. Ils pigeaient pas, et du coup, à un moment, quand vous aimez vos enfants et que vous tenez à être intelligent pour eux et à vraiment faire les choses bien, vous êtes tiraillé, vous êtes dans un dilemme. Qu'est-ce qui compte finalement? C'est qu'ils fassent comme tout le monde? Ce qui est une vraie question. Parce que ne pas faire comme tout le monde, je suis bien placé pour le savoir, il faut l'assumer derrière. Moi, c'est bon maintenant, j'ai 50 ans, quelqu'un qui viendrait me dire, bah, vous n'avez pas vécu comme moi, je n'ai vraiment plus rien à secouer. Mais ça n'a pas toujours été vrai. Et pour des très jeunes gens, dire, écoute, tu vas pas faire l'école comme tout le monde.
Je vais me débrouiller, je vais te payer des profs, ils vont suivre le programme exact de ton année, comme ça, si tu veux retourner au collège ou au machin, tu retournes quand tu veux, tu as le même niveau. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et j'ai eu bien évidemment des visites des inspecteurs des services sociaux, des services pédagogiques, de l'académie, tout ça, qui n'ont jamais rien trouvé à redire, parce que j'ai pas juste enlevé mes enfants de l'école Non, j'ai enlevé mes enfants de l'école pas pour qu'ils foutent rien. Je les ai enlevés de l'école pour qu'ils fassent les choses à leur sauce à eux. Et pas selon cette école qui, à mon avis, de temps en temps, c'est comme tous les grands paquebots, avant de leur faire un virage, c'est chaud, quoi. Alors que je t'avouerais que entre le moment où moi, j'avais 10 ans, et où mon fils, là, j'en ai pas de 10 ans en ce moment, mais ça va revenir, 12, mettons. C'est vrai qu'il y a eu Internet, avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la rapidité et le foisonnement du savoir instantané, qui n'est pas c'est des datas, je suis d'accord, c'est pas du savoir, mais tout de même, c'est là. Avec l'intelligence artificielle maintenant, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que l'école a changé aussi vite que le monde? Je crois pas. Et je pense que à un moment, c'est un truc tout bête, mais pourquoi tu lèves ton môme à 6h30? Comme tout le monde, pour aller bosser, pour aller machin. Non, pourquoi il n'a pas fini de dormir? Pourquoi on le réveille? C'est tout bête, hein. Après, on est d'accord qu'on est dans un monde aujourd'hui où dès que tu dis il faut pas être sévère avec ses enfants, t'es un woke. Et tu parles comme un con, et t'as pas de discipline, et tes enfants deviennent des imbéciles, et toi tu les regardes avec admiration. Je parle pas du tout de ça, évidemment. Mais c'est une vraie question que je pose. Pourquoi sortir un gamin de son sommeil à 6h30? Qu'est-ce qu'il va comprendre de plus? Qu'est-ce qu'il va apprendre de la vie de plus? Qu'est-ce qu'il va savoir sur lui? Qu'est-ce qu'il va apprendre d'autre? Pourquoi est-ce qu'il faut... C'est quoi cette éducation? C'est l'éducation par l'effort? C'est l'éducation par le courage de se lever? C'est comme ça la vie? Mais qui aujourd'hui, d'adultes, se lève à 6h30 pour aller travailler? Il y en a pas beaucoup. C'est pas la totalité Dès que les mecs, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils se lèvent plus à 6h30. Dès qu'ils ont, à part les métiers qui le sous-entendent, évidemment, parce que ça se passe à 6h30. Mais je veux dire, les bureaux, ça commence pas à 6h30, que je sache. C'est pas ça, la vie des adultes. Non, ils se lèvent tôt parce qu'il faut que les adultes les posent à l'école avant d'aller bosser eux. Mais quand on réfléchit, est-ce que c'est bien ce qu'il leur faut à eux? Je suis pas sûr. Je suis pas persuadé. Après, éviter... Le problème, c'est que vous vous rendez compte, quand vous évitez un écueil à un enfant, quand vous lui dites, ça, je vais te l'épargner. Puis moi, j'ai du pognon, je peux le faire. Tout le monde peut pas faire ça. Mais quand vous leur épargnez un truc, ils vont quand même avoir des galères, hein. Si le but du jeu est de ne pas les priver de galères, vous pouvez éviter 100 galères, ils en auront 200 derrière, comme tout le monde. Ça va rien changer. Mais je pense qu'il y a des galères qui servent à quelque chose, je pense qu'il y en a, non. Et si j'ai les moyens de leur enlever ce qui sert à rien et qui leur laisse toujours le doute, qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux faire. Pour moi, demander à un gamin de 14 ans qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, c'est criminel. C'est impossible. Impossible. C'est pour ça que tu dis que on ne protège jamais assez ses enfants. On ne les surprotège jamais assez. Non, parce que je vois pas comment est-ce qu'on les protégerait de la vie à partir du moment où ils quittent le truc de chez vous, ils vont tous farcir. Les autres, les problèmes de cœur, les problèmes de reconnaissance, les problèmes de pognon, les problèmes de machin, ils auront tout comme tout le monde. C'est pas parce que vous les protégez qu'ils vont rien avoir. En revanche, c'est marrant, à chaque fois qu'on entend un mec qui a déconné, à chaque fois que dans une émission criminelle de je ne sais quoi, le mec il passe derrière les barreaux, c'est marrant, hein, mais à chaque fois, il y a un mec qui leur a cogné sur la gueule. À chaque fois, il y a un mec qui était trop sévère. À chaque fois, il y a une mère qui pouvait pas les saquer. À chaque fois, il y a eu un truc. Chaque fois. Donc, franchement, si t'essayes d'être intelligent, doux, compréhensif, et que tu fais ce que tu peux pour pas qu'ils en chient trop, de toute façon, tu vas pas les sauver de tout. Mais ils seront peut-être un peu plus solides, un peu plus construits. Ouais. C'est l'erreur que j'avais faite. Je finis avec ça. C'est l'erreur faite à une époque en pensant que j'ai un fils, Ethan. Quand il était tout petit, je descends acheter du lait pour lui. Et dans cette épicerie, ils avaient changé les bouchons du lait. Et le lait avec le bouchon vert, ça n'était plus le lait avec le bouchon vert, ça n'était plus le demi-écrémé, c'était le pleine crème.
mais je l'avais pas vu. Donc je lui ai filé du pleine crème. Et il a fait des poussées de plaques rouges. Et je comprenais pas ce qu'il avait. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde le lait, et il était trop gras, il était trop petit pour ce lait-là, quoi. Et quand on en a parlé au Toubib derrière, moi, je pensais que quand on habituait les enfants à manger des choses d'adultes plus tôt, ils étaient plus solides parce que on les forçait avec le système digestif, machin. Et en fait, on m'a très bien expliqué que pas du tout. Plus tu tiens les enfants au lait de bébé, de maman, de trucs très doux, plus ils sont capables de digérer de la ferraille plus tard. Donc, apprendre à un gamin à nager en le foutant dans l'eau, non, c'est juste nul. Ça sert à rien du tout. Voilà. Donc, il nagera mieux s'il apprend à nager peut-être un peu plus tard et peut-être avec gentillesse. Ça peut devenir un champion même. Et s'il médite avant de plonger, éventuellement? Bien entendu, mais je referai le coup de la méditation, hein, parce qu'alors là, c'est bien. Ah, oui, c'est formidable. Donc, on va rééclairer un petit peu la salle. Et le micro va circuler, donc préparez vos questions, les amis, c'est maintenant. On fait moins les malins. Hein. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé 2 ou 3 fois d'intelligence artificielle. Je vais me permettre juste une petite question là-dessus. Intelligence artificielle, art ou pas art? Alors, je peux vous donner que la façon que j'ai de ressentir les choses. Encore une fois, on est dans une technique qui est balbutiante en plus de ça. Alors après, si on essaye de se demander où est-ce qu'elle va, cette chose-là, je pense que pour l'intelligence de ces machines-là, qu'on ne peut pas imaginer, vraiment. Il y a des nouvelles puces qui viennent d'ailleurs de sortir là, quantiques, qui sont ne serait-ce que, encore une fois, le balbutiement de quelque chose qui va nous... Voilà, nous avons créé quelque chose de plus intelligent que nous. Voilà, faut se le dire, c'est pas très grave, c'est pas mortel, mais je pense qu'il ne faut absolument pas limiter ce qu'elles pourront faire. Donc autant j'aimerais vous trouver quelque chose qui dirait que seul l'homme est capable de machin, etc. Je ne sais pas, je crois pas. Je pense que même dans les disciplines les plus intimes, je crois que l'intelligence artificielle va avoir l'intelligence de comprendre ce que nous attendons d'une émotion. Et elle va être capable de nous émouvoir aux larmes. En revanche, qu'est-ce que nous ferons, nous, de quelque chose qui nous émeut aux larmes, mais qui n'est pas un cousin? Ça, je peux pas vous le dire. Est-ce que nous avons besoin de ressentir, quand nous sommes émus aux larmes, parce que la première émotion, c'est un débat philosophique, je ne sais pas ce que vous en penserez. La première émotion, est-ce que c'est pas de comprendre que quelqu'un est passé par là avant de vous le donner? Est-ce que, moi, la première émotion que je sente quand un acteur est dans un truc qui me plaît beaucoup, vous savez, comme Serrault dans Garde à vue, par exemple, quand il se lâche comme ça et quand il a la générosité de nous donner un truc incroyable, ma première émotion, c'est qu'il le fait. C'est qu'il donne l'énergie de mentir, parce que c'est pas vrai ce qui lui arrive. Il dit des conneries, il s'appelle pas comme ça, il a pas de raison de s'émouvoir. Mais il a, comment dire, l'élégance de faire semblant. L'intelligence artificielle aura jamais aucune élégance artistique. Parce que l'élégance, c'est le propre de celui qui donne et qui veut pas, mais c'est une notion humaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous réponds par une question, comme tous les mecs qui savent pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ému par quelque chose et pas par quelqu'un? Par contre, faut pas se leurrer. Dans très peu de temps, les plus beaux textes, les plus belles musiques, elles seront pondues, elles seront chiées par quelque chose qui nous regarde en disant « c'est ça qu'ils aiment ». Moi, moi je m'en fous complètement. Mais je crois que quand on passe comme ça, parce que dans l'introitus du Requiem de Mozart, c'est vrai qu'on est en ré mineur, on passe ici il y a une tout petite emprunt à sol mineur, on y revient, et puis d'un coup il y a un grand éclairage, il y a une cadence, et on arrive, boum, avec un do majeur comme ça, et tout le monde pleure. Bah, file-leur ça. Mais pas tout à fait pareil, mais des variations, j'en ai 6 milliards, donc je peux le faire. Donne-leur, ça les fait pleurer. Est-ce que vous avez envie de pleurer par quelqu'un qui vous a acheté ça comme ça sans savoir de quoi il parle? Mais vous pleurerez, je pense, oui. Ça rejoint la question de l'altérité. Quand on parlait d'extraterrestres, on parlait de ça, de l'altérité. Là, on y est, quoi.
On a une intelligence qui est une Et pas altérité totale. C'est vrai, Ouais. tu as totalement raison. Mm. C'est la première, effectivement, si on veut une photo de cette fameuse espèce qu'on cherche, on l'a en fait. Ouais. Bonsoir. Je vais essayer de pas m'évanouir dans mes urines pour vous parler. Où êtes-vous? Je suis là. Ah oui. Alors, d'abord, avant de poser ma question, je voulais vous remercier, déjà. Ça fait longtemps que je veux le faire de vive voix. Je pour le vous en livre prie. 5 de Kaamelott. Le livre 5? Oui. Je l'ai regardé il y a pas longtemps, je l'avais pas vu depuis 10 ans. Je me suis dit, le mec qui a fait ça, il va pas bien. Mais Le figurez-vous mec est pas en forme. Attention. figurez-vous que le mec qui a fait ça, franchement, il a sauvé une petite fille qui a maintenant 40 ans. Ah bon, très bien. Voilà, Avec grand plaisir. Parce que déjà, tous les thèmes que vous abordez, l'abandon, la dépression, le syndrome de l'imposteur, tout ça, l'impression d'échec permanent. Alors je vous le dis. Je le vis. Je vous le dis, allez voir KV2 parce que c'est pas. Ah mais vous en faites pas, c'est pas pour le billet, hein, je vous l'offre, mais petit spoil, je crois que mon personnage est en pyjama toute la première partie, je crois. Il faut que je le montre, je me souviens plus exactement, mais je pense qu'il est en pyjama. Non, mais je vais même vous dire un super spoil, il est en babygros. Waouh. Vous savez le truc où on peut ouvrir le fion là pour avec les boutons. Okay. C'est exactement ça. Ça sort pas d'ici, bien évidemment. C'est promis. Vous aviez une question. Oui, du coup, donc voilà, grâce à votre série, à votre œuvre en entier, mais surtout grâce au livre 5 et au livre 6 par association, je me répare et je répare l'enfant intérieur qui est en moi. Et justement, en parlant d'enfant intérieur, j'ai trouvé ça avec la psychanalyse de Carl Gustav Jung, qui parle beaucoup des archétypes qu'utilise Vogler d'ailleurs pour le voyage du héros. Et donc je voulais savoir déjà si vous étiez penché là-dessus sur Jung, et également quand on vous entend, quand on vous voit, vous avez une telle confiance en vous, du moins c'est ce que vous montrez. On dirait que rien vous arrête. Et comment on arrive à écrire avec autant de profondeur un personnage comme Arthur en fait, qui est dépressif, qui part loin quand même quoi. Comment on arrive à ça? Alors, le paradoxe de tout ça, en ce qui concerne Jung, en fait, son travail sur les rêves est très certainement le important, enfin, c'est sûr, vraiment. Mais aussi sa façon de nous expliquer que il y a toujours nous et le monde. On est toujours un face à tous. Et c'est pas narcissique de dire ça, c'est que c'est notre façon d'envisager les choses. Nous sommes nous, et puis il y a tout le reste devant. C'est pour ça que l'ego et tous ces trucs-là, il faut quand même, pour répondre à votre seconde question, il faut quand même le placer, parce que se raconter, c'est très curieux. C'est une mécanique qui est très curieuse. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, et encore aujourd'hui, ça n'est pas tellement rhétorique, puisque on se parle, puisqu'on a question-réponse. Mais un spectacle, normalement, c'est 2 heures. Là, c'est éclairé, là, c'est noir. Vous payez, je suis payé. Je parle, vous vous taisez. C'est pas qu'il faut de l'ego, mais à un moment, il faut se dire, est-ce que j'intéresse ? Et je pars du principe que j'intéresse, parce que je convie les gens à quelque chose. Et c'est pas naturel. Ça ne sera jamais naturel. Mais le problème, c'est que, comment on écrit Arthur, à un moment, il faut se raconter un peu soi. C'est très net avec Arthur parce que je le joue, parce qu'il a ma tronche, parce que il a des trucs qui sont toujours des cousinages de choses qui me sont arrivées. C'est des cousinages, c'est pas vrai, je connais pas ça. D'ailleurs, la grande panique d'Arthur, c'est de pas avoir d'enfant, ça ne m'est pas arrivé. Mais je me suis souvenu du drame que je m'imaginais quand je pensais que je ne pourrais pas en avoir à 20 ans. Donc ça doit être certainement construit autour de quelque chose comme ça. En tout cas, je livre des vraies sensations, des vraies émotions, des vrais dilemmes. Et la première des choses, c'est de se demander si ça a une valeur. Et ben en fait, signer les choses, ça en a toujours une. Signer sincèrement quelque chose, c'est toujours intéressant. Quand quelqu'un a vraiment signé quelque chose et qu'il est allé au fond de lui-même et qu'il a été cherché dans ses poubelles et qu'il en a fabriqué quelque chose, pas pour étaler ses poubelles dans la rue, il faut de la pudeur. On parlait des Vestiges du jour, c'est la première qualité de ce film, c'est la pudeur.
Mais pour autant, quand quelqu'un fait ça sincèrement et qu'il a un petit peu de technique et d'académie pour en plus l'emballer dans quelque chose d'agréable, c'est toujours un tout petit peu intéressant. C'est toujours un peu fascinant. J'ai aucune confiance en moi, pas du tout. Bah, je croise les jambes, voilà, genre le mec, bon, mais il faut pas s'arrêter à ça. Ça vaut rien. Ça, non, je doute sans arrêt. J'ai sans arrêt. Je veux tout abandonner, tout le temps. Je veux toujours tout abandonner. Et finalement, j'abandonne pas, mais ça me fatigue d'avance. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a une histoire de signature, en fait. Ce qui compte, c'est la signature. Il faut partir du principe que sa signature vaut quelque chose. De toute façon, si elle vaut rien, on le saura vite. Hein. On aura des échos de tout ça. Parce que du coup, en fait, je suis en train d'écrire justement un ouvrage, un essai par rapport à l'enfant intérieur dans Kaamelott. Donc, c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche. Mais bon, pareil, hein, j'ai toujours l'impression que ce que j'écris, c'est, excusez-moi le terme, c'est de la merde. Donc du coup, ça fait partie toujours envie du jeu. d'abandonner, mais ça fait partie du jeu, ouais. Ça fait partie du jeu. Et personne viendra sonner à votre porte pour vous dire si ça en est ou pas. C'est ça le pire. Oui, c'est ça le pire, c'est qu'il faut à un moment donné, faut se mettre à nu, quoi. Ouais, c'est ça. Vous ne saurez jamais. Mais ceci dit, on est bien d'accord que je vis très clairement avec la possibilité 50-50 que tout ce que je fasse, c'est de la merde. Hein. Tout. Et c'est sincère. C'est pas un mot. C'est très, très clairement, je trouve toujours ça en dessous de ce que je voudrais que ce soit. Donc, après, il faut vivre avec, hein, c'est comme ça. Merci. Question suivante. C'est très bien, je trouve, que tu parles de tes doutes. Parce que c'est vrai que tu peux dégager cette image de confiance. Et ça fait du bien quand on se dit, mais voilà, même Alexandre Astier est pétri de doutes. Tu connais l'histoire de... C'était... Neil Gaiman qui racontait ça. Il était dans une réception, il y avait des tas de gens très importants, et il tombe sur un mec qui lui dit franchement, je sais pas ce que je fous là. Il y a plein d'hommes politiques, plein de gens brillants. Je sais pas ce que je fous là. Et le mec, c'était Neil Armstrong. Et donc, Neil Gaiman termine l'anecdote en disant si même Neil Armstrong a le syndrome de l'imposteur, vous pouvez l'avoir tranquillement. Voilà. Et je pense que ça m'étonne pas du mec. Ça m'étonne pas de Neil Armstrong de faire ça. Ouais. Et il était quand même très particulier, ce mec-là, on est d'accord. Hein. Oui, c'est assez incroyable. Forcément, d'avoir marché sur la Lune, il fait partie des 12 personnes qui ont marché sur la Lune. C'est ça. Est-ce qu'on a... Il y en a qui croient pas. Ouais. Là, tu joues avec un truc dangereux, là, parce que s'il y a des gens qui lèvent la main... On m'a coupé le micro, c'est pas pour rien. Est-ce qu'on a une autre question? Bonjour, oui. Ici. Oui. De ce côté, à gauche. Merci pour cette interview. On voit que, même à chaque fois, on voit que vous êtes quelqu'un qui aimait bien cogiter, se poser des questions sur certains thèmes et tout. Moi, il y a une question là. Vous parlez souvent de mentir pour les acteurs. Moi, je voulais confronter une autre façon de voir. Je voulais savoir pourquoi c'est la nuance entre les deux mots que je vais vous dire. Vous vous dites, acteurs, c'est des menteurs, ils mentent, c'est mentir. Quelle est la nuance pour vous par rapport à transcrire? C'est-à-dire que moi, je vois plutôt les acteurs comme des gens qui transcrivent des choses, qui passent des messages, mais je vois pas le côté mensonge derrière. Est-ce que vous avez la notion qui est clairement définie dans votre tête pour ça? Moi, je ne crois pas au message. Et je ne crois pas à la transmission non plus. Donc, je crois pas que je crois à la transcription. Je vous parlais de Serrault tout à l'heure dans Garde à vue. Prenons-le, enfin, je sais pas si on s'accorde à dire que c'est un maître, mais peu importe. Pour moi, c'en est un. Et en fait, à un moment, Serrault, on lui dit, Ventura doit lui dire un truc genre, mais pourquoi ces gens, ils vous accablent, à votre avis? Et il répond très exactement ça. Il dit, parce que je suis riche, que j'ai une belle maison et une jolie femme. Or, il se trouve que je ne mérite rien de tout ça. J'ai un physique et une intelligence très moyens. Les médiocres se réjouissent de la réussite des êtres d'exception. Ils applaudissent les champions, les surdoués, mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère, ça les frappe comme une injustice. Okay, ça, c'est le texte exact de Garde à vue. Quand vous regardez son œil, il souffre de ce qu'il dit. C'est pas lui, hein, mais il souffre de ce qu'il dit. Si vous regardez le même Serrault dans La cage aux folles, quand il vient et qu'il est habillé en mec, ça ne lui va pas. C'est un mec. Il a un costard de mec. Eh ben, ça ne lui va pas. On a envie de lui dire, enlève ses fringues, ça ne te va pas. Pour moi, ça, c'est l'acteur.
Et c'est tout ce qui n'est pas transcription. C'est tout ce qui est mensonge. Et c'est tout ce pourquoi un acteur va dire « Eh ben, je vais souffrir avec ce perso. Tant pis. J'ai pas envie, mais j'y vais. C'est pas moi, mais je mens. » Et si on a une particularité, nous, très bizarre, c'est que l'être humain, il est capable de se faire des expériences par rapport à ce qu'il vit. C'est-à-dire, je sors d'ici, je me casse le pied, d'ailleurs je me suis déjà cassé le pied sur une scène comme ça, je me casse le pied et je dis, attention, la prochaine fois que je joue sur une scène avec le parquet en plastoc comme ça, je fais gaffe. Ok, ça c'est l'expérience. Eh ben l'homme, il a inventé un autre truc, c'est qu'il est capable de se faire de l'expérience avec l'expérience d'un autre à côté. L'autre, je l'ai vu, il est sorti de scène, il s'est pété le pied, bah moi je peux te dire que je vais faire gaffe. Eh ben il a inventé encore pire, c'est qu'il a créé des gens, des spectacles avec des mecs qui viennent mentir. On paye pour voir un spectacle où le mec ment, on sait qu'il ment, et on est quand même ému. Tout le monde sait que c'est pas vrai, tout le monde. Et ça marche quand même. Donc pour moi, le mec a rien transcrit. C'est la place très particulière qu'a un acteur dans la société qui dit « je vais vous mentir ». Mais moi, je trouve que le mot « mentir », c'est le truc le plus noble qu'on puisse donner à un acteur. J'ai pas besoin de plus, parce que pour moi, c'est au-dessus de tout. Et après, c'est moi. Merci. Je vous en prie. Question suivante. Merci pour la belle tirade de Serrault, d'ailleurs. Tu connais les dialogues par cœur. Hein, de beaucoup de films, oui. Avec plaisir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par faire une petite anicroche à ce qu'on a dit tout à l'heure concernant Tenet. Bah, c'est super parce que là, je fais un petit saut dans le passé et je parle au roi Arthur. Oui, absolument. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a bien percuté concernant l'éducation des enfants. À savoir que c'était quand même bien cruel de leur demander à 14 ans ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Je ne sais pas si c'est vraiment une question que j'ai à vous poser ou plutôt une suggestion. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à livrer, un message à livrer vraiment bien plus large à un public plus... Qui n'a pas 14 ans, vous voulez dire. Plus consistant que ce qu'il y a dans cette salle. On vit une époque où on est quand même livré aux insultes très très vite sur les réseaux sociaux. On est tranché. Je veux dire par là que à une autre époque, je me serais peut-être plus exprimé sur plein de trucs qui m'arrivent dans ma vie. Le problème, c'est que s'il y a des choses auxquelles je tiens, notamment mes enfants, les exposer le moins possible, c'est quand même ce que j'ai de mieux à faire. Qu'ils soient pris en exemple, ou que je parle de certains trucs, ou que j'en ai un qui ait des particularités, ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais pas le faire. Parce que je trouve que, à une époque, avant les réseaux sociaux, il y avait des gens, chez eux, ils mangeaient le dimanche, et puis ils disaient, tu connais Astier? Oh, quel connard! Oh, je peux pas blairer ce mec-là. Bah, pourquoi? Oh, je sais pas, non, je peux pas le saquer, c'est un con. Ok. Sauf que maintenant, ces gens-là, ils se publient. Et ils se publient en masse. Et ils font des groupes de gens qui pensent que je suis un salaud. Pour rien, hein, on est d'accord. Je suis un salaud. Je me garantis que j'ai rien fait pour mériter ça, mais c'est comme ça. Or, normalement, ces choses-là devraient rester dans l'intimité des foyers chez les gens. On est dans une époque où ça sort et moi, ça me fatigue. Ça me fatigue de moins en moins pour moi parce que malheureusement, on se durcit avec le... Hein, voilà. Mais après, il y a les gens qu'on aime, tout ça. Donc, non, je sais pas si j'ai envie de délivrer des messages. D'ailleurs, parce que je ne suis pas persuadé d'avoir raison et que du coup, j'aime bien quand on est entre nous comme ça et que je vous dis les choses et que vous comprenez que j'en suis pas sûr. Ça compte pour moi que vous sachiez que je ne suis pas sûr de ce que je vous dis parce que si jamais ça devient... Des fois, même, c'est dangereux parce que dans les interviews filmées, on prend une phrase comme ça, où j'ai l'air d'être super solide, et d'un coup, ça devient... les mecs, ils mettent du piano dessus, et puis ils font un truc YouTube, et puis moi, je me dis, oh là là, mais non, mais... Non, mais les gars, non. Peut-être plus précis sur le sujet, non pas de livrer quelque chose sous forme de conférence, mais plutôt, vous avez interprété un père dans LOL, plutôt sous forme de rôle, de comédie. Ah.
Oui, mais pour ça, voyez, si jamais j'ai des idées parce que j'ai des enfants, donc je me suis posé la question que la crainte qu'ils vivent quelque chose de mal m'a suggéré. Ça, c'est une chose. Mais si je devais faire quelque chose sur ça, je partirais pas avec ce que j'ai. J'irais consulter 1 million de personnes, des pros, des pas pros, des gens qui se sont occupés de ça, des gens qui se sont occupés d'éducation dans la littérature, des gens qui se sont occupés d'éducation en vrai pour de vrai dans des écoles. J'irais parce qu'on est bien d'accord que je n'incrimine absolument pas les humains là-dedans. J'incrimine pas les profs. Hein. J'incrimine rien du tout d'ailleurs. Je me permets de lever le doigt en disant qu'un système est peut-être plus celui qu'il nous faut, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens à l'intérieur de ce système qui... D'ailleurs, je crois qu'à l'heure où la data est automatiquement disponible, c'est peut-être l'âge d'or du prof maintenant. Parce que le prof, à une époque, je sais pas si vous en avez tous eu un, à mon avis, moi j'avais un tonton qui connaissait les dates des guerres et des rois français par cœur. Et au repas, on se disait, ah putain, dis donc, Henri IV. Ouais. On n'en a plus rien à secouer de ça. Plus rien à foutre. Au bout d'un moment, la mémoire sur les dates, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Rien du tout, on est d'accord. Ça commence à être important, les dates, quand on commence à dire qui a succédé à qui et pourquoi est-ce que ce mec était comme ça, parce que juste avant, machin, ok, d'accord. Mais sinon, les dates en soi, les datas en soi, maintenant, on les a mis dans des disques durs et on les a rendus disponibles. Donc, il faut libérer notre cerveau de ça. Les datas, on s'en fout. C'est peut-être l'âge d'or du prof maintenant, c'est-à-dire qu'il va servir à vraiment apprendre à apprendre, apprendre à comprendre, apprendre à lire, apprendre à critiquer. C'est peut-être ça qu'il faut dans le futur, mais pas la data. Merci. Question suivante. D'ailleurs, il faut se préparer parce que sans doute que cet entretien va être découpé, charcuté, uploadé sur TikTok. Et ça va faire des centaines de milliers de vues parce que c'est ce qui s'est passé avec Chasseurs de Monde. Tu as dû voir passer qu'il y a des bouts de l'entretien avec la musique d'Interstellar par-dessus. Voilà, donc il va sûrement se passer la même chose, malheureusement. C'est la vie. Ouais. Bonjour Alexandre, je suis là. Bonjour. Donc je rebondis sur la question de monsieur et sur la question de l'éducation. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que vous avez décidé de sortir vos enfants à certains moments du système traditionnel. Je suis comme vous d'accord que ce système ne convient pas à certains enfants, hein, ça doit convenir à d'autres, mais en tout cas, il y en a qui ne s'y retrouvent pas. Quels seraient vos conseils? Donc, pour nous, humbles spectateurs d'Avignon, quels seraient vos conseils pour les personnes qui n'ont pas les moyens de sortir leurs enfants du système traditionnel, mais qu'on puisse quand même nourrir leur âme et leurs esprits? Vous vous rendez compte si je dis une connerie, là? On ne vous en voudra pas. Non, mais je sais pas. C'est compliqué. Les sortir de l'école, déjà, ça n'existe plus, les sortir de l'école. C'est interdit. Fait, c'était permis, ça l'est plus. À l'époque où je l'avais fait, j'avais téléchargé sur le site de l'académie tous les cours pour toutes les classes, dans toutes les matières, en PDF. Comme ça. Je les avais filés aux profs, c'était disponible, ça ne l'est plus. Si vous avez la réponse à pourquoi ça ne l'est plus, ça m'intéresse beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas disponible. C'est bizarre, puisque ça l'a été. Bref. Maintenant, je crois que pour être réaliste, comme vous le dites, il y a des gens à qui ça va très bien. Et donc, bah parfait. C'est super. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a le social, il y a les autres, tout ça, machin. Et puis il y en a, ils sont en échec scolaire, et puis il y en a, ils sont en phobie scolaire. Il y en a, à l'idée d'aller à l'école, ils font des crises. Des trucs de fou. J'en connais. Et cela, c'est peut-être là où il faut se poser la question de savoir est-ce que ça vaut bien le coup d'y aller au pied de biche, là. Qu'est-ce qu'on va gagner, là, derrière? Il va avoir fait 1 heure de français, 1 heure de maths? Compliqué, hein. C'est compliqué le savoir, c'est difficile, parce qu'on n'a pas envie non plus. Vous voyez, moi, je me suis arrêté en seconde à l'école. Si on fait une dictée, là, tous ensemble, je suis pas le dernier, je pense. Vous voyez, c'est pas grave, on apprend après, on apprend autrement, on s'en fout, en fait. Sauf que ça fait une singularité qui est encore plus dure à gérer derrière. Alors moi, je crois que, en fait, ça va mieux, et qu'il faut aller voir les gens en disant, mon gamin, il n'arrive plus à y aller. Parce que maintenant,
Il y a plus de gens qui sont sensibles à ça. Le harcèlement scolaire, quand ils se font boulier par des potes et des machins, etc., maintenant, c'est entendu. Il y a des mots qui existaient même pas avant. On peut aller voir quelqu'un en disant « il va vraiment pas bien ». Et normalement, maintenant, ça n'est plus ignoré. Pas à Bétarame, hein, on est d'accord, on est un établissement normal, je veux dire, un truc, voilà. Mais normalement, c'est pas ignoré. Et pardon, je vous fais pas une réponse de Gascon, je le pense vraiment. Moi, j'en ai un, il a voulu retourner au collège, là, public, il est super bien. Il est super bien. Et les gens sont à l'écoute, et quand il a un pépin, les gens le savent, et je reçois des mots et tout ça. Donc, on peut faire confiance quand même aux professionnels dans ces établissements, selon vous. Ouais, je crois, oui. Je vous souhaite de bien tomber. Il y a des cons partout, bien sûr. Mais je veux dire par là qu'il y a des nouvelles choses, là. Il y a des nouveaux mots, il y a des nouvelles écoutes, il y a des nouvelles oreilles, en fait, vis-à-vis de tout ça. Avant, il y a un gamin qui se faisait emmerder par un autre gamin, ou qui... Là, non. Il y en a un, là, il se sentait un peu homosexuel. Il s'est suicidé. Voilà, parce qu'on l'a emmerdé. C'est terrible, mais c'est dans le journal. Si c'est dans le journal, ça veut dire que tout le monde se choque de ça. Si tout le monde se choque de ça, ça veut dire que les oreilles sont ouvertes. Et si les oreilles sont ouvertes, normalement, on peut parler. Il faut essayer. Je pense que c'est le mieux à faire, à mon avis. Merci. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Arthur, j'ai 12 ans. Arthur. Où t'es, Arthur? Ah oui. Bonjour. Et alors, vous avez fait une carrière d'artiste, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous vouliez faire au départ quand vous aviez mon âge. Tu le vois, Arthur? Ouais, je le vois. Pareil, il faut pas dire de conneries. Imaginez que je dise trafiquant international de drogue, par exemple. Ça n'a aucun sens. Non, je voulais être astronome à ton âge. Je voulais être astronome parce que en fait, on connaît bien ça avec Patrick. L'astronomie, c'est une matière extrêmement curieuse parce qu'en fait, tu as des émotions permanentes et toute ta vie. Ça ne s'arrête jamais parce qu'en plus, ça progresse très vite. Et tu vois, par exemple, quand j'avais ton âge, j'avais un bouquin où on voyait le soleil et les planètes autour. Tu vois, sur une page comme ça. Et j'ai trouvé ça fou. Donc j'ai appris les noms des planètes, à quoi elles ressemblaient, ceux qui avaient essayé de voir avec des sondes ce qu'il y avait dessus, tout ça. Et puis plus tard, j'ai compris qu'en fait, si on voulait vraiment mettre les planètes autour d'un soleil qui est gros comme ça sur un bouquin, en fait, la première planète qui est Vénus, il faudrait qu'elle soit dans la rue derrière, là-bas. Et Pluton, il faudrait qu'elle soit à Montpellier. Et ça, c'est une nouvelle émotion sur la même chose qui m'est arrivée. Et puis, on a des émotions permanentes. Quand moi, j'ai mis l'œil dans un télescope et que je suis tombé sur Saturne sans faire exprès, j'en ai repris une dans ma tronche et j'avais 40 ans. Et tous les jours, quand on découvre des photos de trous noirs, des photos d'exoplanètes, des gens qui comprennent que... la semaine dernière, par exemple, il y a eu une annonce scientifique qui a dit cette fameuse matière comme une espèce de tissu sur laquelle nous imaginons que les galaxies sont posées, qui ressemblent à des espèces de filaments comme ça, qui sont évidemment sur une échelle immense. Il y a un filament, une espèce de texture invisible qui fait que ces galaxies sont posées dessus, et au coin de ces croisements, eh bien, il y a des scientifiques qui ont dit, tiens, c'est marrant, c'est exactement la même structure que les synapses d'un cerveau. Voilà. Et ben, là, j'avais 50 ans et je me suis dit, oh non, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Pas possible. Donc, je voulais faire ça. Et je crois que j'aurais été heureux à le faire aussi. Voilà.
Arthur, est-ce que tes parents sont avec toi? Oui. Est-ce que tu t'appelles comme ça à cause de ce monsieur-là? Non, comme pas. Cela dit, de manière absolument authentique, son premier mot a été gruyère. Je suis désolé, Arthur. Je suis vraiment désolé. Promis, prom dog. Question suivante, les amis. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par le remerciement. Merci pour toutes vos œuvres qui m'ont fait rire et qui m'ont fait pleurer. Je vous en prie. Vous êtes bien merci là-haut, aussi hein. Vous êtes là-haut au fond. là-haut. Hein. Ici, celui qui gigote. Encore plus haut. Là. Oui. Oui. Très bien, très bien. Pardon. Merci aussi pour les quelques punchlines sur l'éducation des enfants et qui m'inspirent en tant que jeune papa. Donc ça fait poser beaucoup de questions et j'espère que ça fera de moi un meilleur papa. C'est pas pour faire de la pub, mais on a un groupe sur lequel on travaille sur les effets de la musique sur le cerveau, qui par sa capacité à synchroniser des compétences à la fois cognitives, émotionnelles et motrices aurait joué un rôle fondamental dans l'évolution de l'espèce, mais aussi dans l'évolution de l'individu. Alors, notre position, c'est évidemment que faire de la musique, ça aide à être quelqu'un de mieux que ce qu'on aurait été sans faire de la musique, mais vu tout ce que, enfin, l'étendue de vos connaissances et puis votre polyvalence, comme disait Patrick, merci. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ça, du rôle que peut jouer la musique dans l'éducation à l'échelle individuelle, mais aussi au niveau de la société. Je pense que il faut pas mettre peut-être la musique dans une niche particulière et que je crois qu'en fait faire rentrer dans son esprit avec beaucoup de sérieux les choses virtuelles sont toujours très bonnes à tout point de vue. Je pense que les choses qui sont simplement représentées, qui ne veulent rien dire et qui ne servent à rien. On parle souvent, par exemple, des budgets de la science. Et quand on a besoin de rehausser le budget des sciences, la science va nous dire mais les maths, ça sert hein, dans la vie de tous les jours. Il faut faire ses comptes, il faut savoir compter des trucs et tout ça. Et je trouve que c'est la chose la plus triste du monde que de dire ça. La science est importante quand elle sert à rien, justement. Parce que se mettre à quelque chose qui ne sert à rien avec sérieux, c'est une des activités les plus nobles et les plus spirituelles de l'homme. Comme le jeu d'acteur. Ça sert à rien. Rien du tout. Vous le faites pas, ça change rien. La musique, ça sert à rien non plus. Vous ne faites pas de musique, c'est pas grave. La musique que vous faisiez n'est pas sortie et personne ne l'a entendue. Et alors, c'est pas grave. En revanche, laisser rentrer dans son esprit la discipline de fabriquer quelque chose qui ne sert à rien avec le plus grand sérieux du monde et de toute son âme et du mieux qu'on peut, ça, je suis sûr que ça rend intelligent. Et j'ai vu un article comme ça il y a pas très longtemps qui est passé sur la musique, justement. À mon avis, vous avez dû le voir passer aussi, de scientifiques américains qui avaient dit c'est prouvé que les gens qui ont étudié la musique, etc., ont plus de facilité cognitive plus tard parce que ça fabrique le cerveau autrement et que ça fait rentrer en communication certains synapses qui ne le sont pas dans d'autres cas. Mais qu'est-ce que c'est s'occuper de musique sinon de comment vous le voulez haut, comment vous le voulez mélanger, comment vous le voulez long et comment vous le voulez intense. Finalement, c'est un mélange de paramètres qui vous plaisent et que vous voulez reproduire. Donc je pense que oui, vous avez raison. Je crois que la musique éduque, mais pas que la musique. Toutes les choses qui ne servent à rien et qui sont profondément spirituelles et qui n'ont pas d'implication et de conséquences dans notre monde tangible, à partir du moment où on les étudie sérieusement, je suis persuadé que ça a un effet. Je crois. Merci pour votre réponse. Et en tout cas, si un jour on a l'honneur de vous voir à notre spectacle, qui s'appelle l'Odyssée musicale du cerveau, on serait ravis d'avoir votre avis sur... Mais aucune publicité là-dedans, bien entendu. Non, absolument. Voilà. Non. Absolument non, qu'on soit clair. C'était uniquement pour avoir votre avis. Qu'on soit clair, bien entendu. Merci.
Merci. On arrive à la dernière question, donc toujours une énorme pression sur la personne qui va la poser. Oui, pas une question de merde, s'il vous plaît. Voilà. Si c'est possible. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci pour Kaamelott. Je vous en prie. Voilà, pour 20 ans de Kaamelott. Et du coup, une question curieuse. Dans l'écriture, quel serait votre personnage préféré? De Kaamelott? De Kaamelott. Ou celui pour lequel vous avez une tendresse particulière et pourquoi? J'ai une tendresse particulière pour le roi Lot, je crois. Non, j'en ai plusieurs. C'est difficile. Il y a eu tellement de personnages, puis je les ai tous aimés, puis j'ai tous écrit pour eux. Le roi Lot, parce que déjà c'est très agréable à écrire, parce que c'est un mec qui dit que c'est un enfoiré. Mais il le sait et il en est fier et il l'annonce et il explique comment ça marche. Et François Rollin est extrêmement précis sur le texte. Il est à la virgule près. Il est extraordinaire. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis ma mère aussi. J'avoue que de temps en temps, j'ai eu des épisodes. Il y en a un, par exemple, qui se passe dans une cuisine où elle décide d'enfermer la bouffe parce que tout le monde vient becqueter la nuit et que ça coûte un fric fou. Et en fait, elle se poste dans la cuisine et les mecs viennent bouffer, sauf qu'elle est là pour faire par avant en les renvoyant. Et j'avoue que celui-là, je l'ai écrit un peu vite de trucs parce que, bon, c'est ma mère, je la connais. Elle me fait chier des fois, mais bon, j'écris pour elle. Et c'est vrai que quand tu écris à ma mère le fait qu'elle envoie chier des gens, elle est extraordinaire. Moi, je suis là derrière le combo, je regarde et je dis rien, je rajoute rien. Elle gueule, elle envoie les mecs chier. Elle est précise aussi, hein, mais j'avoue que merde, je retrouverais pas ça ailleurs, quoi. C'est elle, quoi. Il y a rien à faire. Donc c'est très. J'aime beaucoup écrire pour mais elle m'emmerde. Hein. Elle m'emmerde dans la vie, mais je veux dire, j'aime beaucoup écrire pour ma mère. C'est une belle phrase de fin. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, on finit là-dessus. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, gardez un peu les applaudissements, parce que je tiens quand même à dire quelque chose. Donc, tous les invités qui viennent dans ces rendez-vous du chêne prennent toujours une part des recettes de ces soirées. Et donc, Alexandre, ce soir, reverse sa part à l'Association nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est une association lyonnaise. Tu veux en dire un petit mot de cette asso ? Oui, j'aide ces gens assez régulièrement. En fait, l'illettrisme en France, c'est un truc qui me touche beaucoup. On parlait d'éducation, on parlait de gens qui ont loupé le coche de l'éducation, voilà. Et ben en fait, ces associations s'occupent de gens qui ont loupé le coche. C'est-à-dire que c'est des gens comme vous et moi, mais ça s'est mal passé au moment où il fallait aligner les lettres et les chiffres, et puis ils ont lâché la rampe et ils savent pas lire ou ils savent pas compter. Et vous n'imaginez pas, sauf pour ceux qui se sont pensés sur le sujet, vous n'imaginez pas le bordel que c'est de vivre sans savoir lire en France. Les panneaux, les indications, n'importe quoi est une galère. Et ces gens ont des espèces de techniques de contournement, évidemment, comme tous ceux qui ont honte de quelque chose. Donc ils essayent que ça se voit pas, ils prétendent qu'ils ont oublié leurs lunettes parce qu'ils peuvent pas signer un truc, etc. C'est un calvaire. Je suis très ému de ce genre de problématique, de gens qui ont comme ça, voilà, qui sont pas montés dans le bus au bon moment et puis qui sont en galère notoire. Et cette association s'occupe de ces gens-là. Et je trouve que le boulot est fou. Et voilà, renseignez-vous, c'est vachement intéressant. Merci Alexandre pour ta présence ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao.